donc pour la recherche scientifique et le droit en santé, et les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence. Je suis très content de me retrouver dans une structure de formation des carrières de santé ici à Minas, et parmi de chers collègues et amis. Donc, je vais intervenir sur un sujet bien sûr d'actualité, qui concerne un petit peu notre système de santé, le débat autour de notre système de santé, mais bien sûr à l'épreuve de cette Covid. Et je démarrerai par... Cette année, je démarre toujours toute conférence par cette question hautement importante, celle de Socrate. Il y a de cela donc des milliers d'années, des mille ans. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? C'est une question aujourd'hui qui revient encore de façon très importante, et malheureusement, il nous a fallu, malheureusement, en cette période de pandémie, et encore une fois, donc une crise humanitaire avec ses répercussions sanitaires individuelles et collectives, affectant notre quotidien, nos rêves, nos projets, notre capacité à réaliser le développement qu'on le souhaite. Le développement donc qu'on souhaite, cette pandémie, nous a fallu encore une fois donc la vivre pour nous rappeler combien la santé, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, est précieuse. Et nous rappeler que cette santé ne doit jamais être prise pour acquise. Elle n'est jamais donc acquise, et cette santé qui est une ressource essentielle au développement individuel, mais surtout au développement donc collectif. Et que cette santé, bien sûr, pour la préserver, il nous faut une politique de santé, un système de santé, et c'est pour cela que je vais d'abord commencer par donner un aperçu sur des éléments très importants. Un système de santé, politique de santé, on parle à chaque fois de ces éléments pour dire que selon l'OMS, un système de santé, c'est l'ensemble des organisations, donc des institutions, des ressources dont on dispose et dont l'objectif est d'améliorer donc la santé. C'est le système de santé, il est de plus en plus communément connu. Donc on reprend le fil. Pour parler donc de la santé, on a dit qu'elle est très importante, incontournable pour tout développement, qu'il soit individuel ou collectif. Maintenant, pour pouvoir arriver à une santé collective, il nous faut bien sûr un certain nombre d'éléments. Un système de santé, on parle beaucoup de système de santé, un système de santé, tout simplement, c'est l'ensemble de toutes nos ressources, l'ensemble donc des organisations, des institutions et des personnes dont l'objectif est d'améliorer la santé. Pour arriver à un système de santé, il nous faut une politique de santé. Cette politique de santé, c'est de faire un meilleur usage. La politique de santé, c'est quand on fait un meilleur usage de l'ensemble des ressources dont on dispose, pas des ressources dont on ne dispose pas, des ressources dont dispose un pays pour la santé, de sorte que toute la population, où qu'elle soit, ait accès à des soins sanitaires de qualité et puisse en conséquence vivre plus longtemps et en meilleure santé. Promotion de la santé, on parle bien sûr dans une politique de santé, il nous faut la promotion de la santé. Il me paraît quand même nécessaire aussi de parler un petit peu de la promotion de santé qui a été établie depuis 1986, la charte d'Ottawa, qui a pour but de donner aux individus donc davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Elle couvre vraiment une vaste gamme donc d'interventions sociales et environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie. En résumé, la promotion de la santé, c'est comment amener les individus à éviter toutes les causes de mauvaise santé. Okay. Notamment par la prévention. On va parler un petit peu de la prévention en ne s'intéressant là sur le plan de la promotion de la santé. On ne parle pas de curatif, on parle surtout d'amener donc les personnes à éviter tout ce qui peut nuire donc à leur santé, et bien sûr
développer les déterminants sociaux de la santé. Pour arriver pour une politique de santé, il faudra améliorer les déterminants sociaux de la santé. C'est toutes les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes qui sont mis en place pour faire face à la maladie. Et c'est là, au Maroc, où il y a les principales causes des inégalités donc, en santé. Les inégalités en santé ne se font pas que dans l'hôpital, ils se font bien avant donc, l'hôpital, parce que tout simplement, on cherche encore à arriver à le rêve de l'égalitarisme social, économique qu'on espère un jour. Pour cela, pour terminer, donc, ces rappels, parler de la prévention, bien sûr, tout acte qui peut éviter, qui nous permet d'éviter des phénomènes attendus. Et de là, donc, il faut le rappeler, la prévention, elle a été depuis 1986 aussi en prévention primaire qui vise en l'occurrence à réduire l'incidence donc d'une maladie, une prévention secondaire qui vise donc à réduire les conséquences d'une maladie, et bien sûr la prévention tertiaire aujourd'hui, on parle de réduire les conséquences négatives des maladies chroniques, et plusieurs études, il faut encore le rappeler, ont montré qu'à chaque fois qu'on investit 1 dirham, 1 dollar, 1 euro sur la prévention, on économise au moins donc 10 fois ce qu'on a investi dans la prévention. Et tous les analystes ont répété que le fait d'investir dans la prévention peut aussi être une source d'économie, et qu'il vaut mieux, tout le monde le sait, mieux vaut prévenir que guérir. Mais ce n'est pas toujours quand on sait qu'on fait. Pas toujours, on le sait tous que mieux vaut prévenir que guérir, mais malheureusement, c'est pas toujours qu'on le fait. Et de par le monde, donc notre pays, il faut le dire, qui jadis, avec très peu de moyens, juste après l'indépendance, notre pays a pu réussir donc ses meilleurs succès dans le domaine de la santé grâce au peu de moyens dont il disposait, mais qu'il avait investi dans la prévention, notamment, je rappellerai, le plan national d'immunisation, vaccination, la planification familiale, qui a permis au Maroc d'améliorer un certain nombre donc, de paramètres et d'indicateurs d'ailleurs, je vais le rappeler. Mais aujourd'hui, on va voir qu'un petit peu notre système de santé, bien sûr avec les changements même épidémiologiques, notre système de santé s'est progressivement évolué vers beaucoup plus le curatif que le préventif. Et je rappelle pour terminer donc cette introduction, que les bases d'une bonne politique de santé, c'est qu'il faudra bien sûr aligner avec les priorités nationales sur nos moyens et nos besoins réels de la population. Donc il n'importe pas, on ne peut pas importer une politique de santé. L'idéal, c'est d'avoir une couverture universelle. Et bien sûr, ce qui est essentiel, j'ai parlé tout à l'heure des déterminants sociaux de la santé, c'est que la santé doit être au centre de toutes les politiques nationales, et qu'elle n'est pas seulement l'apanage d'un département qui est la santé, et que pour pouvoir appliquer cette politique qu'on a tracée, il faudra bien sûr une bonne gouvernance, et tout le monde sait aujourd'hui qu'une bonne gouvernance passe obligatoirement par une gouvernance plus participative, et donc la participation donc, des citoyens. Et où on en est aujourd'hui au Maroc, le Maroc a connu bien sûr une évolution et des changements aussi bien démographiques que comportementaux, socio-économiques, environnementaux. Et c'est surajouté ces dernières années, c'est des menaces sanitaires à portée nationale ou internationale, comme l'épreuve que nous vivons aujourd'hui. Et cette situation, bien sûr, nous impose, on va voir donc une refonte globale de notre système de santé. On se rappelle que cette demande, cette exigence de refonte globale de notre système de santé a été, bien sûr, avant même l'arrivée de cette pandémie, Sa Majesté depuis 2018, donc depuis 2 ans, 1 an et demi avant l'arrivée donc, de cette pandémie, a rappelé plusieurs fois et a exigé donc, une refonte globale donc, de notre système donc, de santé, pour pouvoir arriver à une meilleure, donc la finalité, à une meilleure organisation
plus d'efficience et une meilleure perception de la population, élément aussi important aujourd'hui parmi les changements comportementaux. Donc, élément important aujourd'hui, c'est que la perception de la population est devenue donc incontournable. Et un rappel un petit peu sur l'évolution de ce système pour rappeler la première conférence donc, nationale de la santé en 59, juste après l'indépendance, présidée par Saint-Michel 1995. Et déjà à cette époque-là, deux éléments importants ont été donc établis, c'est que la santé de la nation incombe à l'État premièrement, et qu'à l'époque, un ministère qui s'appelait à l'époque ministère de santé publique, le ministère de santé publique doit en assurer donc la conception et la réalisation, donc la responsabilité d'un département donc pour la promotion et donc l'organisation et la gestion de la santé. Je rappelle qu'il y a un siècle, on n'avait que deux hôpitaux, un hôpital à Fès et un hôpital à Marrakech plutôt, et que malgré le peu de moyens qui étaient donc investis dans la santé en post-indépendance, et grâce à cette prévention, on a pu bien sûr améliorer un certain nombre d'indicateurs qui sont très très importants, mortalité infantile, bien sûr l'espérance de vie, plein d'indicateurs, et pratiquement la quasi-éradication des maladies cibles, un petit peu par de la vaccination. Et je rappelle qu'aujourd'hui, malheureusement, notre système de santé, quand on analyse un petit peu le budget de notre ministère, on voit bien que le pourcentage donc, alloué à la prévention directement ne dépasse pas les 2%, en plus de ce qui se fait dans les soins de santé de base, mais ne dépasse pas les 2%, et qu'aujourd'hui, pratiquement la moitié des dépenses de l'assurance maladie obligatoire vont au remboursement donc des maladies, remboursement donc des traitements des maladies chroniques comme diabète, hypertension artérielle, et ces maladies qui ne représentent pas plus de 3,3% de l'ensemble donc des malades au niveau national, pour dire qu'aujourd'hui on investit beaucoup plus dans le curatif par rapport au préventif. Ça, c'est un élément très important qui ressort à chaque fois donc de notre analyse un petit peu de notre système de santé. Et l'épisode que nous vivons actuellement avec ce retentissement bien sûr dévastateur sur des modèles qu'on prenait comme exemple, parce qu'au Maroc on a pris quand même ces dernières années, pourquoi on a évolué un petit peu beaucoup plus vers le curatif avec les moyens de technologie encore de plus en plus importants, parce qu'on a suivi en fin de compte des systèmes de santé bien sûr européens, des pays occidentaux, et on a bien vu aujourd'hui devant une épidémie pareille, ces systèmes qui nous paraissaient résilients à l'époque, on les a vus s'effondrer donc un à un, et donc c'est les leçons les plus importantes aujourd'hui à retenir. L'évolution donc de notre système de santé, je rappelle qu'après la première conférence, il était bien sûr l'objectif premier, avec les peu de moyens, comme j'ai dit, c'était d'assurer une couverture mobile, lutter contre les épidémies à l'époque qui étaient très importantes, et commencer à nationaliser un petit peu les ressources humaines. Et on a attendu jusqu'à 81 pour avoir une véritable réforme du système de santé, une réforme avec, bien sûr, qui a assis à l'époque un petit peu de la politique des soins de santé de base, des centres de santé, les dispensaires, toute cette structure aujourd'hui qu'on a, qui est essentielle au premier niveau, donc au niveau de notre système de santé. En 1994, on a commencé à parler de la régionalisation qui n'a pas encore, bien sûr, abouti. On a commencé à parler de la couverture médicale de base qui n'a pas encore abouti, et on a commencé à l'époque à construire des hôpitaux, à investir dans les hôpitaux, et c'est là où on a beaucoup plus évolué et on a investi beaucoup plus dans le curatif par rapport donc au préventif. Et bien sûr les résultats, on le sait aujourd'hui, même c'est le rendement un petit peu de nos hôpitaux, on a bien vu aujourd'hui la marche qui est en train de s'élargir beaucoup plus des systèmes primaires vers le système donc, le secondaire, et bien sûr aujourd'hui, et c'est pas en construisant des hôpitaux tous les jours, en ouvrant d'autres hôpitaux qu'on va améliorer bien sûr notre système donc, de santé.
malgré l'augmentation des budgets, malgré l'augmentation qui n'est pas encore suffisante, mais malgré l'augmentation des budgets du ministère de la Santé, avec l'abonnement bien sûr de la Constitution et malgré les exigences, des engagements de notre pays vis-à-vis des ODD et les exigences de plus en plus importantes et légitimes de la population, on est bien conscient que notre système de santé est arrivé à bout de souffle avec une infrastructure effectivement qui est renforcée. On ne peut pas comparer le nombre d'infrastructures, le nombre de structures de santé aujourd'hui existantes par rapport il y a 20 ans ou à 30 ans. L'infrastructure a énormément évolué, mais elle reste encore très déséquilibrée, elle reste concentrée au niveau de certaines régions, bien sûr, du Maroc. On a un problème de pénurie de ressources humaines et aussi de gestion calamiteuse même de ces ressources humaines, un problème de formation aussi. On est dans un lieu de formation et on est bien sûr appelé à revoir un petit peu toute la formation médicale au Maroc à tous les niveaux pour qu'elle soit adaptée aux besoins actuels. On ne peut pas continuer à former pour des besoins peut-être d'il y a 20 ans, 30 ans, et aussi il faut aussi former les besoins pour les cadres pour les besoins futurs. Un financement encore trop dépendant des ménages. En 2010, il était à 53%, on l'a réduit peut-être en 2010, c'est d'abord 2%. Il est à 51-50% aujourd'hui, pour voir que c'est aussi un des problèmes majeurs. Les médicaments sont encore trop chers par rapport au pouvoir d'achat et par rapport aux pays, bien sûr, comme notre pays voisin ou par rapport à d'autres pays. Un secteur privé qui s'est beaucoup développé et qui a une offre de soins très importante, mais qui travaille pratiquement hors régulation. On a bien vu aujourd'hui, devant une épidémie pareille, comment notre système de santé a été incapable d'impliquer un secteur privé qui représente pratiquement 50% de l'offre de soins, avec ses ressources humaines, avec une infrastructure extraordinaire, et que notre ministère, le département en charge de la gestion de la santé, a été incapable d'impliquer effectivement et réellement le secteur privé qui pouvait apporter beaucoup plus, que ce soit, je donne l'exemple des laboratoires, je donne l'exemple des cliniques privées, je donne l'exemple des médecins dans leur cabinet privé, ce qu'ils pouvaient apporter à cette personne n'a su comment déployer un petit peu. On a des ressources qui étaient là, qui étaient même demandeurs. Il y a eu dans plusieurs villes où les médecins privés étaient demandeurs de participer, à offrir quelque chose, à participer à la prise en charge, mais malheureusement, le système a été incapable. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas voulu ou le ministre n'a pas daigné répondre à cette demande, mais parce que le système en lui-même a été incapable d'impliquer toute cette ressource très importante. On a affronté finalement l'épidémie avec un seul pied, au lieu de l'affronter avec les deux pieds. C'est aussi un élément très important. Bien sûr, ces dernières années, on a bien vu tout à l'heure que le système de santé a évolué jusqu'à arriver à un certain moment où on a perdu un petit peu le fil. Le système de santé n'a plus vraiment de priorité. On a une multitude de stratégies contre le diabète ou l'hypertension, la maladie mentale, la mortalité maternelle, des stratégies qui ne sont pas obligatoirement convergentes. Et donc c'est pour ça qu'il y a une dispersion un petit peu des moyens. Et ça aussi est un élément très important. Et bien sûr qu'on ne peut pas investir que dans la prévention, même si ça doit être la part d'investissement la plus importante. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, l'évolution épidémiologique va vers des maladies, bien sûr, chroniques, qui nécessitent aussi un apport dans le curatif, un investissement important aussi dans le curatif. Mais comment trouver avec le bon dosage entre, bien sûr, le préventif et le curatif. L'orientation, bien sûr, constitutionnelle, tout le monde le sait, l'article d'exigence, donc le droit à la santé, et aussi la loi cadre 09, qui était très très importante, et dans le premier article insiste sur que l'État est responsable de la santé. Et j'arrive à cet épisode, à cette épreuve que tout le pays du monde ont vécu. Et donc, depuis l'apparition du premier cas
du Covid, le Maroc, il faut le dire, dès le début, comme l'a dit tout à l'heure cher collègue, prendra des mesures très tôt, très courageuses, il faut le dire, préventives et précoces. Quand l'épidémie est apparue en mars, le Maroc, on était pratiquement l'épicentre de l'épidémie. Quand on voyait un petit peu l'Espagne et la France, l'Italie, qui sont tout près de nous, à quelques kilomètres de chez nous, qui étaient en plein dedans, on voyait bien à l'époque comment ces pays ont tergiversé, et leurs dirigeants ont tergiversé à prendre des décisions et des mesures très importantes. Un retard d'une semaine ou 2 semaines, par exemple, dans le confinement, a fait qu'ils ont payé un lourd tribut à ce retard, et nous, on ne peut être que contents finalement et reconnaissants. Parce qu'il y a eu des décisions sous les représentations royales, bien sûr, des décisions très courageuses à l'époque, qui ont fait qu'on a un petit peu évité le pire à cette époque, parce qu'on n'était absolument pas préparé à affronter. Au moins, ça nous a donné un petit peu de temps pour améliorer un petit peu notre offre de soins, améliorer notre organisation, même si elle n'a pas été parfaite. La deuxième partie de lutte contre l'épidémie, il y a eu beaucoup d'imperfections, mais au moins, elle nous a permis de mieux nous préparer, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que quand même, malgré toutes les difficultés qu'on vit aujourd'hui, l'épidémie reste plus ou moins contrôlable. La santé du Maroc a été mise au-dessus de tout enjeu. L'état d'urgence sanitaire très vite avec le confinement strict. On a eu un confinement trop long, assez long, il faut le dire. Un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie, un comité de veille sanitaire. On a bien vu qu'à l'époque, ça a fait l'émulation populaire très importante, parce que le Maroc s'est senti respecté. C'est un virus qui n'est pas comme d'autres pathologies qu'on a connues, ou des épidémies qu'on a connues. Le Maroc, on connaît encore la tuberculose, la leishmaniose, ou le sida dans certaines catégories, qui touchent certaines catégories. On a vu avec ce virus, il touche indistinctement les pauvres, riches, cadres, ouvriers, vieux, jeunes, ce qui a engendré un patriotisme reconstruit en urgence autour de la pandémie. Et que la santé s'est repositionnée, une nouvelle fois, s'est repositionnée au premier plan des questions de développement, avec une adhésion totale du Maroc aux ODD des Nations Unies, que la santé, encore une fois, est apparue comme étant un investissement, un moteur de croissance, qu'on ne peut pas connaître de développement sur le développement sans bien sûr investir dans la santé, et non simplement comme l'une de ses conséquences. L'avènement de la pandémie vient rappeler que la position est primordiale, et que désormais, sans la santé, aucun développement n'est possible. J'ai voulu rappeler un petit peu par ces quelques phrases pour dire, parce qu'à l'époque, il faut dire que depuis quand Sa Majesté a appelé à la refonte de notre système de santé, plusieurs fois à l'époque, qui croyaient que l'État devait lever la main un petit peu sur les secteurs sociaux. C'était un petit peu l'idée qui était répandue. Je ne vous cache pas que beaucoup d'études ont été faites à l'époque, et qui, pratiquement dans leur majorité, appelaient à ce que l'État puisse lever la main sur un secteur social comme la santé, et qu'il fallait laisser la main pratiquement finalement au secteur privé, et que l'État doit jouer le rôle d'être de régulateur tout simplement. Et les déclarations un petit peu spontanées à l'époque du chef du gouvernement, qui le disait haut et fort, ça ne venait pas de nulle part. Il reflétait un petit peu, à l'époque, le chef du gouvernement a reflété un petit peu une idée qui était courante chez un certain niveau de gestion de l'État, qui croyait qu'on peut se passer un petit peu de ce monde. Et cette épidémie est venue nous rappeler que l'État doit être au centre, bien sûr, de ces secteurs sociaux, et qu'un certain nombre aussi de leçons très importantes, puisque ça nous a rappelé aussi que le facteur humain est dans toute initiative ou programme. Le facteur humain est très très important, incontournable dans tout le système, et que l'homme citoyen instruit est un facteur déterminant
Donc, dans la réussite des plans de développement des pays, les ressources sont d'abord et avant tout humaines, c'est un élément très important, et que le coût de l'ignorance et de l'inconscience est plus élevé que l'on croyait. On croyait que l'ignorance ou l'analphabétisme en général gêne. Maintenant, on croyait que ça provoquait peut-être l'insécurité, ça provoquait le chômage, mais aujourd'hui on a bien vu que l'ignorance ou le coût de l'ignorance peut être encore plus lourd, ça peut détruire pratiquement une nation, et que l'investissement dans l'enseignement, dans la santé, dans la culture, on met les véritables et uniques leviers du développement et le capital humain avec lequel on va créer ou rater l'avenir, tout simplement. Et donc ça, c'est un élément très important que la pandémie est venue nous rappeler, et nous vivons actuellement, comme d'autres pays plus développés, un défi sanitaire certes, mais qui n'est pas individuel, c'est un défi sanitaire qui est tributaire du comportement de chacun d'entre nous. On l'a bien vu aujourd'hui, c'est parmi les éléments, parmi les failles aujourd'hui de notre aussi. On peut avoir les hôpitaux qu'on veut, ou si on n'a pas les citoyens qui sont conscients de la gravité, conscients des mesures de prévention, qui sont un petit peu les conseils liés à la distanciation, le port de masque, c'est qu'on ne peut rien. Et donc, je vais juste terminer. Donc, la pandémie nous a fait revoir un certain nombre de nos fondamentaux, des fondamentaux dont j'ai parlé de quelques-uns. Et donc, notre système de santé, il est à revoir. Et peut-être c'est une opportunité extraordinaire aujourd'hui que nous vivons, et qui peut nous amener à revoir. Parce que avec les copies qu'on avait réalisées en 2018, je vous assure que tout le monde a revu ces copies même avec le nouveau modèle de développement. Vous avez bien vu que le nouveau modèle de développement, Sa Majesté a redemandé à la Commission de revoir un petit peu ses plans et son travail, parce que tout simplement, cette pandémie est venue nous rappeler un certain nombre de choses, et on ne pouvait pas ne pas tirer un certain nombre de leçons. Sa Majesté, quand il a parlé de la refonte globale du système de santé, il avait aussi parlé d'un élément très important, heureusement, de la performance des services publics. On ne peut pas se passer de services publics. Mais quand Sa Majesté a parlé heureusement du niveau de nos services publics, il a parlé d'un triple sursaut en termes de simplification, efficacité et la moralisation. Et l'intervention de l'État dans la gestion des secteurs sociaux, particulièrement la santé, et je le répète encore une fois, est incontournable, où le choix stratégique de tout miser sur l'économie de marché, sur le secteur privé aujourd'hui remis en question. Personne aujourd'hui ne peut le dire. On a vu même dans les pays les plus développés, les pays qui avaient un système public assez solide, c'est les pays qui ont pu répondre mieux, de façon plus efficace à cette pandémie. Tous les systèmes se sont effondrés, c'est sûr, mais on a vu que les pays qui ont un système de santé qui est déjà un système public assez solide a pu mieux répondre à cette épidémie. Mais sachant que tous ces systèmes-là, ceux qui ont le mieux réussi, c'est ceux qui ont pu intégrer et impliquer le secteur privé aussi dans le système de santé publique. Quand on parle de santé publique, en général, on pense directement au secteur public. Or, quand on parle de santé publique, c'est la santé collective, et donc tout le monde doit, bien sûr, on a bien vu ce qu'a apporté un petit peu le service de santé militaire, ce qu'a apporté dans le cadre de cette pandémie, de la lutte contre la pandémie, on a bien vu qu'un secteur de service de santé militaire a pu apporter, et donc devant des problématiques nationales. Donc on doit utiliser tous nos moyens, notamment bien sûr et surtout le secteur public. Et donc les insuffisances et défis réels, en général, les pistes aujourd'hui, les questionnements auxquels on doit répondre, on peut développer par la suite chacun de ces thématiques. Et bien sûr, le financement de notre système de santé est incontournable, c'est important. On parle de couverture médicale universelle, mais il faudra la financer. Donc il faudra imaginer comment la financer. La gouvernance est incontournable
la déconcentration, la régionalisation, on ne peut pas continuer à parler de la régionalisation que les discours ou les papiers. Il faudra bien sûr aller beaucoup plus vers plus de déconcentration. Les ressources humaines, on doit tout revoir, notre formation quantitativement et qualitativement, on doit la revoir. La gestion des ressources humaines, qu'elles soient dans le privé ou dans le public, elle est à revoir si on veut répondre. C'est une pénurie aujourd'hui qui concerne tous les pays. On voit bien qu'aujourd'hui, même quand on forme des médecins, un certain nombre de personnel de santé, qui soient médecins ou infirmiers, sont démarchés par d'autres pays, finalement. Et donc, c'est une perte sèche pour notre pays. Et donc, il faut questionner un petit peu notre système de santé, comment il ne peut pas intégrer même des lauréats qui sont formés au sein de nos structures de formation. Les structures de santé, il faudra revoir un petit peu le modèle. Effectivement, j'ai tout à l'heure parlé de ce qu'a pu apporter les centres de santé, par exemple des soins de santé de base. Voilà une question toute simple. Est-ce que le centre de santé tel qui a été conçu, imaginé les années 80 ou 70, il peut encore répondre aux besoins actuels. On ne peut pas imaginer ça. Donc il faut remodéliser un petit peu ces structures de soins. L'hôpital aujourd'hui, un premier niveau, deuxième niveau, l'hôpital local, il faudra remodéliser tout ça parce qu'il n'est plus adapté. Et il n'est même pas adapté au Maroc de façon uniforme, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs Maroc au sein du Maroc. Il y a une région qui ne ressemble pas à l'autre. Elle a l'infrastructure, elle a la démographie, elle a les ressources humaines, elle a les moyens, elle a les spécificités. Et donc tout ça, il faudra donc réimaginer les pistes qu'on peut très bien sûr discuter. La gestion des catastrophes, on a bien vu, les urgences, c'est un point noir, c'est la vitrine de notre système de santé, c'est un point noir. Tous ceux qui connaissent un petit peu les urgences dans les hôpitaux savent que c'est un point noir et qui handicapent un petit peu nos structures de soins et nos hôpitaux. Nos hôpitaux sont tous handicapés par les urgences, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à gérer les urgences, et les urgences, on ne la gère pas dans tous les systèmes du monde, on ne la gère pas uniquement par les gens de la santé, ou ceux qui croyaient qu'on allait on a imaginé qu'on peut importer un système, entre parenthèses, qu'on pouvait importer un système de SAMU français et l'hôpital pouvait se déployer même à l'extérieur de l'hôpital. Donc l'hôpital ne répond même pas, bien sûr, à la demande à l'intérieur de l'hôpital, et on a imaginé que l'hôpital peut se déployer avec ses réanimateurs, avec son personnel, avec ses ambulances et répondre aux besoins et sortir un petit peu des murs de l'hôpital. Là, c'est une grande leçon qu'on ne peut pas importer un système quel qu'il soit. Le SAMU français est ceux qui ont connu le SAMU français ou qui ont travaillé dans le SAMU français vont dire que c'est l'idéal, c'est quelque chose de très beau. Il n'y a pas plus extraordinaire pour un personnel de santé qu'avec le SAMU français. Mais il n'est pas duplicable chez nous avec les moyens dont on dispose. Et bien sûr, la mobilisation sociétale, elle est très très importante. J'ai parlé tout à l'heure de la gouvernance avec implication et participation des citoyens. Aujourd'hui, on a vu devant l'exemple il y a la pandémie, on a bien vu que la société civile, qu'on a eu besoin de cahiers, on a besoin de traités, on a eu besoin des associations au niveau des quartiers pour un petit peu pour sensibiliser les citoyens. On a bien vu que le ministère de la Santé tout seul ne peut pas répondre à des besoins donc de santé collective, ou la demande de santé collective, et tout ça a des pistes qu'on peut très bien sûr développer, mais à mon avis, ça reste les éléments et les têtes de chapitre très importants qui doivent être bien sûr étudiés, et dans le prochain, que j'espère, le nouveau modèle de santé de demain doit répondre à les fondamentaux. Je vous remercie.